Bonjour, bienvenue dans le cours de psychologie en ligne. Alors aujourd'hui, on va continuer notre module 3 sur les grandes approches en psychologie et vous voyez que je me suis dotée d'outils technologiques qui me permettent maintenant de vous faire une présentation avec de la voix et même une petite vidéo pour que vous puissiez me voir. Et donc, on commence notre troisième chapitre de notre module 3. C'est parti. Donc, notre troisième chapitre, il concerne l'approche humaniste. Alors, le premier chapitre concernait l'approche behavioriste, le deuxième, l'approche cognitiviste, et maintenant, on s'occupe de l'approche humaniste en psychologie. Et pour illustrer un petit peu, résumer le chapitre, je vous ai mis une photo d'une peinture de Michel-Ange que vous pouvez trouver dans la chapelle Sixtine en Italie, au Vatican plus précisément. Et vous voyez que deux mains essayent de se toucher et c'est vraiment ce qu'on pourrait résumer de l'humanisme, c'est que le psychologue, le thérapeute va vraiment essayer de toucher l'âme de son patient, d'essayer de le comprendre un maximum pour pouvoir l'aider à se soigner et à trouver des solutions. Alors, quelques principes de base. Premièrement, l'humanisme, c'est un courant qui n'est pas seulement psychologique, c'est aussi un courant philosophique et artistique qui est né au XIVe siècle. On peut retrouver de nombreuses peintures humanistes, on peut retrouver de nombreux textes philosophiques, de nombreux auteurs ont écrit à propos de l'humanisme, et donc je voudrais juste vous donner un éventail de l'humanisme un peu plus grand que juste vous parler de la psychologie. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un cours d'histoire, c'est un cours de psycho, je le sais. Donc, les psychologues humanistes, ils s'intéressent au vécu de leurs patients beaucoup plus qu'au comportement. Alors, on a vu avec, par exemple, l'approche behavioriste qui est complètement l'opposé de l'approche humaniste, qu'on essayait de modifier un comportement. Pour l'approche humaniste, c'est vraiment essayer de comprendre l'individu pour l'aider à trouver les solutions lui-même. Alors, il y a deux grands penseurs que je voudrais que vous reteniez. Vous avez probablement déjà entendu leur nom, probablement surtout pour un, Abraham Maslow. Alors, il est né en 1902 et il est mort en 1970 et c'est vraiment lui le père de l'approche humaniste et c'est lui qui a créé la fameuse pyramide de Maslow avec les besoins dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Le second penseur, c'est Carl Rogers. Il est né en 1908, il est mort en 1976 et lui, il va vraiment essayer de définir quelle est la structure de la personnalité chez les êtres humains. Deux penseurs vraiment importants que vous devez retenir. Donc, l'approche behavioriste, elle est basée, l'approche humaniste, je suis déjà en train de m'en mêler, c'est juste le début de la vidéo, elle est basée sur l'expérience. Alors, c'est une méthode qui est basée sur l'expérience et sur l'observation clinique et c'est très différent par exemple de la méthode behavioriste ou des autres méthodes psychologiques qu'on a vues jusqu'ici puisque on va pas utiliser l'étude de cas, on va pas utiliser les sondages, on va vraiment uniquement utiliser l'expérience, donc le discours, l'histoire du patient et l'observation clinique. Un psychologue behavioriste, il étudie les comportements humains et un psychologue humaniste, il étudie l'expérience humaine, c'est ce dont je viens de vous parler, mais alors c'est quoi une expérience? Comment est-ce qu'on définit l'expérience? L'expérience, c'est un aspect subjectif d'un comportement ou d'un événement. C'est-à-dire que face à un événement, on va tous ressentir des choses différentes, on va tous vivre une expérience différente en fonction de notre vécu, de notre humeur du jour, de notre personnalité. Et donc, c'est propre à tout un chacun d'avoir une expérience différente et c'est ça que vont étudier les psychologues humanistes. Donc, pour les humanistes, l'important n'est pas ce que fait une personne, mais c'est ce qu'elle ressent en le faisant. Donc, je peux vous donner un exemple d'un parachutiste. Quand il va vous raconter son expérience, le parachutiste, il va pas vous expliquer comment est-ce qu'il a plié son parachute, comment est-ce qu'il l'a déplié, la couleur qu'il avait. Il va surtout vous expliquer ce qu'il a ressenti en faisant un saut en parachute. Et c'est vraiment l'expérience qui prime sur tout le reste. Quels sont les principes de base de l'expérience? Comme c'est une notion un petit peu nouvelle qu'on n'a pas encore vue, il y a plusieurs choses que vous devez savoir. Premièrement, elle est subjective. Ça veut dire que elle dépend des personnes. D'accord? Donc, devant un même événement, comme je vous l'ai dit, plusieurs expériences peuvent être différentes. J'ai 3 frères et sœurs. Devant la même situation, on aura probablement des avis différents, une expérience différente parce qu'on n'a pas le même caractère, parce qu'on n'a pas le même vécu, etc., etc. Elle est unique. Ça veut dire que c'est pas facile de reproduire une expérience. Exemple, la première fois que vous montez à cheval, j'invente complètement un truc, ou la première fois que vous conduisez, vous pouvez pas reproduire ça. Une fois que la première fois est passée, elle est passée, puis il y a aucun moyen de reproduire cette expérience-là. Donc, il faut garder en tête que l'expérience est unique.
Elle est inobservable, ça veut dire qu'un thérapeute ne peut pas observer une expérience puisqu'elle se passe intérieurement. C'est le patient à l'intérieur de lui qui vit l'expérience et donc vous pouvez pas l'observer. Elle est mentale, elle se passe dans la tête. Elle n'est accessible qu'à l'individu. Donc, si quelqu'un ne veut pas me raconter son expérience, ben, je peux pas y avoir accès. Donc, il faut vraiment que l'individu décide de partager son expérience avec moi. Et elle est accessible grâce à la conscience. Alors, quelles sont les méthodes que les humanistes vont utiliser pour traiter des patients? Il y en a deux. Premièrement, l'introspection et ensuite l'empathie. Alors, l'introspection, c'est une méthode descriptive utilisée pour observer ses états internes. Elle sert à décrire le contenu de la conscience et de la mémoire. Ça, c'est pour la théorie. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Eh bien, l'introspection, c'est quand, par exemple, vous êtes très heureux un matin, vous vous levez et vous essayez de réfléchir quelles sont les raisons qui font que vous êtes heureux. Ou comment vous pouvez vous sentir heureux. Peut-être vous souriez beaucoup, peut-être que vous avez un sentiment de légèreté, peut-être que vous avez une bonne nouvelle. Et donc, essayer de décrire ce que vous ressentez, c'est faire de l'introspection. Vous pouvez essayer de faire l'exercice maintenant en mettant pause sur la vidéo. Si vous avez déjà pris l'avion, essayez de décrire la sensation, l'expérience que vous avez vécue en prenant l'avion pour la première fois. Peut-être vous avez eu peur, peut-être vous étiez excité, peut-être un mélange des deux, peut-être vous avez trouvé ça long, peut-être vous avez trouvé ça court, peu importe. Prenez 2 minutes pour décrire vraiment votre expérience. Si vous n'avez jamais pris l'avion, prenez une autre expérience. La première fois que vous êtes entré dans l'école, la première fois que vous êtes rentré dans ma salle de classe, etc., etc. OK? Deuxième méthode, alors vous voyez que la première méthode, elle était vraiment basée sur le patient. C'est le patient qui fait l'introspection et qui donne son introspection au psychologue ou au thérapeute. La deuxième méthode, c'est vraiment celle que va utiliser le psychologue lui-même pour traiter le patient. Et elle s'appelle l'empathie. Alors, vous en avez déjà entendu parler de l'empathie, on vous en parle souvent à l'école, mais l'empathie psychologique, c'est un petit peu différent. C'est une méthode thérapeutique qui est utilisée par les psychologues humanistes pour comprendre le point de vue de leurs clients. Donc, faire preuve d'empathie, ça ne veut pas forcément dire qu'on est gentil avec quelqu'un, mais ça veut plutôt dire qu'on essaie de comprendre le patient pour pouvoir voir le monde à travers ses yeux. C'est une méthode très subjective puisque le degré d'empathie va vraiment dépendre du psychologue. Ok? Si je veux vous donner un exemple, je vais prendre l'exemple de Harry Potter puisque vous savez que je suis une fan inconditionnelle de Harry Potter pour ceux qui me connaissent bien. Imaginons que je dois faire une thérapie et puis au cours de cette thérapie avec mon psychologue humaniste, j'arrive au point que j'ai une grande frustration dans ma vie et quelque chose qui me rend vraiment inconfortable, c'est que mon mari n'aime pas Harry Potter. Il veut pas lire les livres, il veut pas regarder les films, et du coup, pour moi, c'est très difficile à vivre puisque moi, j'imaginais que ma maison serait remplie de choses Harry Potter, que mes enfants liraient Harry Potter, que ce serait comme quelque chose qu'on ferait en famille. Et là, je suis extrêmement frustrée puisque mon mari s'en fout complètement. D'accord? Vous savez que j'invente parce que mon mari adore Harry Potter, n'est-ce pas? Le psychologue humaniste, s'il veut faire preuve d'empathie, on peut imaginer par exemple qu'il n'aime pas du tout Harry Potter, qu'il s'en fout complètement, mais il faut quand même qu'il aide sa patiente. Et donc, il va faire preuve d'empathie, il va essayer de se mettre à ma place, de faire comme s'il aimait vraiment Harry Potter pour comprendre comment je me sens et essayer de m'aider à trouver une solution à ce problème-là. Okay? Vous pouvez appliquer cette situation à plein de choses. Moi, j'ai pris l'exemple Harry Potter parce que ça me vient tout seul, mais vous pourriez imaginer que votre partenaire n'exerce pas la même religion que vous, ou bien est laïque, ou ce genre de choses, et puis comment est-ce que vous allez faire, comment est-ce que votre psychologue va faire pour essayer de vous aider? Ben, il va falloir qu'il se mette à votre place. S'il se met pas à votre place, il peut pas vraiment vous aider, en tout cas selon l'approche humaniste. Donc, quel est le but des humanistes? Ils veulent pas modifier le comportement, on l'a dit, comme les behavioristes, mais ils veulent favoriser les réalisations et l'estime de soi. Et ils pensent que si un individu se sent capable de faire les choses, a confiance en lui, eh bien, son estime de soi va augmenter et ses réalisations vont être plus importantes. Donc, les psychologues ne cherchent pas à donner une solution à leurs patients quand ils sont humanistes, mais ils essayent de les aider à trouver la solution par eux-mêmes. Ils se considèrent donc plutôt comme des personnes ressources ou des accompagnateurs que comme vraiment des thérapeutes. Alors, voici pour
Les bases théoriques, maintenant, on va voir vraiment deux grandes théories humanistes. La première, c'est la théorie des besoins par Abraham Maslow. Et la seconde qu'on verra après, c'est la structure de la personnalité de Carl Rogers. Mais on va commencer avec Maslow, puisque sa théorie est plus ancienne dans le temps, même s'ils ont vécu aux mêmes périodes que celle de Rogers. Alors, selon Maslow, la personnalité d'un individu se construit par rapport aux besoins qu'il a dans la vie. Donc, selon lui, tous les individus ont des besoins identiques, d'accord? Ou en tout cas des catégories de besoins identiques. Comme vous voyez ici, il a défini qu'il y avait 5 catégories de besoins différents. Plus vous montez et plus le besoin est spécifique. Donc, premièrement, vous avez votre partie rouge qui représente les besoins physiologiques. Alors, les besoins physiologiques, c'est les besoins que tous les êtres humains ont, c'est-à-dire respirer, manger, aller à la salle de bain, boire, etc. D'accord? On est dans les besoins physiologiques. Et puis, je pense que vous êtes tous d'accord pour vous dire que vous avez tous ces besoins-là. Deuxième type de besoin, le besoin de sécurité. Alors, ça peut être un besoin de sécurité physique, morale, des revenus, une habitation, la santé, etc. Donc, au Canada, on pourrait dire avoir un toit au-dessus de sa tête, avoir un salaire qui rentre ou l'assurance emploi, avoir accès à des soins pour ces maladies. Ça, c'est le besoin de sécurité. Ça peut aussi être quelque chose aussi basique que mettre une alarme dans votre maison. Peu importe ce qui vous fait vous sentir en sécurité. Troisième partie, les besoins d'appartenance. Alors ça, c'est toutes vos relations. Donc, besoin d'amitié, besoin d'avoir une famille, des collègues, être en couple. Alors, ces besoins vont vraiment varier d'une personne à l'autre en fonction de leur personnalité, mais tout le monde, normalement, a ce type de besoin. Quatrième étape, les besoins d'estime de soi, avoir confiance en soi, être indépendant, avoir des responsabilités, etc., etc. Donc, les 4 premières phases de vos besoins selon Maslow, donc physiologique, sécurité, appartenance et estime de soi, c'est ce qu'il appelle des besoins de type D pour besoins de déficience. Donc, ce sont des besoins qui sont liés à la déficience. Ça veut dire qu'il vous manque quelque chose et vous cherchez à le retrouver ailleurs. Vous n'êtes pas assez hydraté, vous recherchez de l'eau pour pouvoir vous réhydrater et combler votre besoin physiologique. Vous avez perdu votre emploi, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de revenus, vous allez essayer de combler le besoin en trouvant un nouvel emploi. Vous avez cassé avec votre partenaire, vous allez chercher un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Estime de soi, c'est pareil, vous avez peu confiance en vous, vous allez chercher la confiance chez les autres personnes. Donc, on est dans des besoins de type déficience. Pour la 5e partie dont on va parler maintenant, les besoins d'accomplissement personnel, c'est très différent puisque les besoins d'accomplissement personnel, ce sont des besoins où vous pouvez trouver la solution en vous. D'accord? Donc, par exemple, vous voulez devenir un bon musicien. C'est pas par rapport aux autres, c'est vraiment par rapport à vous. Vous voulez atteindre un certain but. D'accord? Et c'est pour ça qu'on appelle ça un besoin d'accomplissement personnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre pour la pyramide des besoins selon Maslow? Eh bien, plus votre besoin est vers le bas, donc l'étape 1, 2, 3, plus ces besoins vont être priorisés par rapport aux autres. C'est-à-dire que si vous n'avez pas à boire ou que vous devez aller à la salle de bain ou que vous mourrez de faim, vous n'allez pas vous concentrer sur votre besoin de sécurité ou d'appartenance ou d'estime de soi et encore moins d'accomplissement personnel. Alors, selon Maslow, à chaque fois que vous avez fini une étape, vous passez à l'autre. Mais vous pouvez pas vraiment vous concentrer sur, par exemple, une vie de couple si vous mourrez de faim et que vous n'avez pas de toit au-dessus de votre tête. Votre cerveau va être concentré sur autre chose que de combler ses besoins d'appartenance, d'estime de soi et encore plus d'accomplissement personnel. Alors, quelqu'un qui va pouvoir combler ses besoins d'accomplissement personnel, c'est une personne qui est comblée dans tous ces autres types de besoins. Alors, être comblé dans ces types de besoins, ça ne veut pas dire que vous avez mangé un buffet colossal de mariage dans votre étape 1. Ça veut juste dire que vous avez ce dont vous avez besoin physiologiquement pour vivre. Vous avez ce dont vous avez besoin au niveau de la sécurité pour vivre, etc., etc. D'accord? Donc, il y a une priorisation des besoins. Et si vous imaginez, par exemple, vous devez absolument aller à la salle de bain.
même si il y a un ami qui vous appelle et c'est votre meilleur ami et il a une super grande nouvelle à vous annoncer, en général, votre besoin physiologique va prendre le pas sur votre besoin d'appartenance et donc, soit vous allez répondre au téléphone, mais vous allez être complètement absent parce que vous serez concentré sur votre besoin physiologique, soit vous n'allez pas répondre au téléphone et vous allez directement combler votre besoin physiologique. Donc, il y a vraiment un ordre établi entre les différents besoins. Alors, les besoins de croissance, c'est ce que Maslow utilise pour désigner les besoins d'accomplissement personnel. Et puis, selon lui, le besoin d'accomplissement personnel, c'est une recherche de croissance et de réalisation que je vous ai expliqué qu'on pouvait combler que quand on avait comblé les autres besoins. Et cette tendance, elle est caractérisée par 14 points qui sont sans ordre établi, donc 14 valeurs qui peuvent être développées avec vos besoins d'accomplissement personnel. Vous avez l'intégrité, la perfection, l'accomplissement, la justice, la vivacité, la profondeur, la transparence, la bonté, la beauté, l'unicité, l'aisance, le jeu et l'humour, la vérité et l'honnêteté et l'autonomie. Donc, à chaque fois que vous remplissez un besoin d'accomplissement personnel, il y a une de ces valeurs qui est comblée. Ça fait du sens? Exemple, je réfléchis à un exemple intéressant. C'est ça. Vous allez pour la première fois aller à l'université ou au collège et vous allez peut-être prendre votre premier logement tout seul et faire votre premier repas tout seul. Eh bien, ce sera un accomplissement personnel qui ira toucher la valeur de l'autonomie. Et donc, vous allez vous sentir plus autonome et donc vous allez vous sentir plus accompli. Alors, à quoi est-ce qu'on reconnaît une personne qui a comblé ses besoins d'accomplissement personnel? Alors, il n'y en a pas beaucoup qui ont comblé complètement leurs besoins d'accomplissement personnel, mais souvent, une personne qui a rempli ses besoins d'accomplissement personnel, c'est une personne qui fait les choses sans attendre rien en retour. Par exemple, c'est une personne qui joue du piano toute la journée toute seule et qui se fait écouter par personne, mais qui aime juste ça, se rendre compte qu'elle joue super bien du piano. Ou c'est une personne qui va aller ouvrir un hôpital en Afrique, mais qui va pas le publiciser, ça va pas être sur les réseaux sociaux, va pas forcément en parler. Il le fait parce que il a besoin de faire cela pour son cheminement personnel et pour atteindre ces valeurs que vous avez retrouvées dans les 14 points que je viens de vous annoncer. Alors, c'est tout pour la pyramide de Maslow. Maintenant, on va passer à la deuxième théorie, la théorie de Carl Rogers sur la structure de la personnalité. Donc, pour Carl Rogers, il y a 3 structures dans la personnalité chez tous les êtres humains. Il y a l'organisme ou expérience, c'est tout ce que vous ressentez devant un événement. Il y a le soi, c'est la manière dont on se voit et dont on voit ses relations avec les autres. Par exemple, si vous deviez vous définir en 5 qualités et 5 défauts, ça serait votre soi, enfin votre vous plutôt. Et il y a ensuite le soi idéal, c'est la personne que vous voudriez devenir. Vraiment, le top de votre personne, c'est votre soi idéal. Et donc, pour Rogers, vous avez ces 3 composantes et ces 3 structures, elles interagissent entre elles et elles peuvent créer différents états. Et les 2 états les plus importants qu'on va voir, c'est la congruence et l'incongruence. La congruence, c'est quand un individu est en accord avec lui-même. Il est en accord entre ce qu'il pense qu'il est et les sentiments qu'il ressent en face d'une situation. L'incongruence, c'est quand un individu est en désaccord avec ce qu'il ressent et ce qu'il est. Puis, je vais vous expliquer plus en détail après, vous allez mieux comprendre. Donc, comme je vous l'ai dit, la congruence, c'est quand votre organisme est en accord avec le soi. On va prendre un exemple assez simple et assez moderne. Imaginons que votre patient est une personne homosexuelle qui s'assume pleinement. Elle va se retrouver en congruence. C'est-à-dire que les sensations que cette personne a, donc son attirance pour le même sexe que lui ou qu'elle, est en accord avec la vision qu'il a de lui-même. Ça le dérange pas ou ça ne la dérange pas d'être homosexuel. C'est pas un problème. Il est en accord entre ce qu'il ressent et ce qu'il est. Et donc, on a un état de congruence, de bien-être. L'incongruence, ce serait la même situation, sauf que vous n'assumez pas ce que vous ressentez.
Exemple, vous ne voulez pas être une personne homosexuelle, vous pouvez pas l'assumer devant la société pour plusieurs raisons. Ça peut être des questions religieuses, ça peut être des questions familiales, ça peut être des questions politiques, culturelles. Si ce que vous ressentez n'est pas en accord avec ce que vous êtes, ou en tout cas ce que vous voulez être, vous allez avoir un état d'incongruence, vous allez être mal à l'aise, vous allez être mal dans votre peau. Et c'est comme ça que Rogers décrit la congruence et l'incongruence. Alors, il y a différents types de congruence et d'incongruence. Il y a une congruence entre le soi et l'organisme. C'est vraiment l'exemple que je viens de vous donner, la personne a une image d'elle-même en accord avec ce qu'elle ressent. L'incongruence entre le soi et l'organisme, la personne refuse d'admettre certaines expériences, certaines sensations, certains sentiments qui sont pas en accord avec l'image qu'elle a d'elle-même. D'accord? Autre type de congruence et d'incongruence, congruence entre le soi et le soi idéal. C'est-à-dire que la personne est en accord avec l'image d'elle-même et son idéal correspond à ce qu'elle peut vraiment devenir. Par exemple, Madame Pauline vient de commencer à apprendre à jouer de la guitare parce que c'est le confinement et elle espère, son soi idéal, c'est que dans un an, elle soit capable d'écrire ses propres chansons. D'accord? Là, je serai en congruence. C'est quelque chose qui est atteignable. C'est quelque chose que je peux faire en travaillant. Une incongruence entre le soi et le soi idéal, c'est exactement le même exemple, sauf que je commence la guitare, je suis pas satisfaite de mon niveau et j'espère que dans un an, je serai une superstar de la musique country puis que je passerai sur toutes les chaînes de télévision et que je ferai des concerts remplis. C'est quasiment impossible que ça arrive, sauf si je suis une virtuose de la musique, mais en tout cas, je suis pas encore au courant. Et donc, je vais avoir un certain malaise parce que je vais pas réussir à atteindre mon but. Et donc, j'ai un état d'incongruence entre mon moi et mon moi idéal. Dernier type d'incongruence, il n'utilise pas cette fois-ci le soi idéal et l'organisme, il utilise la réalité subjective et la réalité objective. Donc, il y a une congruence entre la réalité subjective et objective si la personne prend le soin de confronter ses perceptions avec le monde réel. Par exemple, vous savez que j'enseigne avec Monsieur Vivien le cours de géographie. Imaginons que je donne une idée à Monsieur Vivien qui n'a pas l'air de lui plaire. Je lui donne cette idée-là au téléphone, puis il doit raccrocher pour X ou Y raison. Et puis, je n'entends plus parler de Monsieur Vivien. Il répond pas à mes textos, il répond pas à mes courriels. Et donc, je me dis, Monsieur Vivien est fâché. Il n'est pas d'accord avec mon idée. Et donc, il me parle plus. Je me sens assez mal. OK? Si je suis en congruence, je vais aller vérifier avec Monsieur Vivien, donc je vais lui téléphoner et je vais lui dire, Monsieur Vivien, parce que je l'appelle Monsieur Vivien bien sûr, je comprends pas pourquoi tu me parles plus, est-ce que c'est parce que tu n'as pas aimé mon idée, etc., etc. Monsieur Vivien va probablement me répondre, mais non, pas du tout, je suis pas d'accord avec ton idée, mais ça m'empêche pas de te parler, j'ai juste des problèmes personnels et j'ai pas eu le temps de te répondre. Et donc là, je suis en train de checker que ce que je ressens, c'est la réalité. Et je me rends compte que non, ce que je ressens n'est pas la réalité. Et donc, je suis en état de congruence, je vais être soulagée. L'incongruence entre la réalité subjective et la réalité objective, il y a incongruence si la personne ne vérifie pas que ses perceptions sont en accord avec le monde réel. C'est-à-dire que si j'avais pas demandé à Monsieur Vivien s'il était fâché sur moi, je me serais juste dit qu'il était fâché, et puis ça m'aurait créé un état de malaise, et j'aurais pas vérifié que c'était la vérité, et donc je me serais enfoncée dans mon malaise. C'est ça la différence entre la congruence et l'incongruence pour les réalités subjectives et objectives. Enfin, dernier concept dont je vais vous parler, et puis je veux vous laisser tranquille, c'est la considération positive. Alors, pour Rogers, pour qu'il n'y ait pas de fossé entre l'organisme et le soi, et donc pas d'incongruence, il faut que la personne ait pu bénéficier d'une considération positive inconditionnelle de la part de ses référents. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, premièrement, des référents, ce sont des personnes importantes pour vous. Ce sont des personnes pour qui l'image est importante. Enfin, votre image. Vous vous voyez à travers leurs yeux et vous voulez qu'ils soient contents de qui vous êtes. D'accord? Une considération positive inconditionnelle, donc dans le bas de la page, c'est par exemple, Madame Pauline est une petite fille, elle fait des dessins, puis sa maman fait penser à Pauline qu'elle est une bonne petite fille, qu'elle fasse ses dessins correctement ou qu'elle fasse plein d'erreurs dans ses dessins. Peu importe, la maman trouve quand même qu'elle est une bonne petite fille. Madame Pauline ressent ça et donc elle est heureuse. Une considération positive conditionnelle, c'est la même chose, sauf que la maman de Madame Pauline va lui faire ressentir qu'elle est une bonne petite fille seulement dans certains cas. C'est-à-dire si Madame Pauline
dessine correctement les dessins, ne dépasse pas, etc., etc. Et donc là, c'est conditionnel. Ça veut dire qu'il y a juste dans certaines situations que ma maman me fait ressentir être une bonne petite fille et pas le contraire. Donc pour Rogers, pour qu'il y ait le moins d'incongruence possible chez les patients, il faut qu'ils aient eu une considération positive inconditionnelle. Et moins il y aura de conditions à la considération positive de vos référents, donc moins vous allez être jugé par vos référents, plus vous allez avoir d'amour sans condition, et plus vous allez être heureux, et moins vous allez avoir d'incongruence. Et donc, pour lui, il faut trouver quels sont les points d'incongruence chez les patients et essayer de les résoudre. Voilà, donc c'est la fin de ce chapitre sur l'humanisme. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir regardé cette longue vidéo. J'imagine que c'est pas vraiment évident de travailler assis par un temps pareil. Vous avez probablement envie de sortir et faire autre chose que faire de l'école. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Vous pouvez soit me les poser par courriel. J'essaie de répondre dans les 24 heures au maximum. Ça, vous pouvez aussi me poser vos questions sur Google Hangout si vous voulez juste avoir une discussion avec ou sans caméra, peu importe, à mes heures de bureau qui sont affichées dans le Google Classroom et vous avez directement le lien pour les rencontres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Bye.